Imaginez une école, un endroit où logiquement les enfants sont là pour apprendre et sont protégés par les plus grands. Alors, imaginez une école où des enfants handicapés et donc plus vulnérables se retrouvent à vivre l'enfer. Et je pèse pas mes mots quand je dis vivre l'enfer. Puisque, en réalité, derrière les murs de cette fameuse école se passent les pires événements, le pire scandale de maltraitance de l'histoire de la Corée du Sud. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire de maltraitance de l'école Inhwa. Une histoire bouleversante qui a choqué la Corée, mais aussi fait changer les lois. Il y a un moment, je vous ai parlé de l'histoire de la Sopa qui se retrouve dans le petit i, et je pensais ne pas pouvoir tomber sur pire cas de maltraitance à l'école. Eh ben, dites-vous que je suis tombée de haut quand j'ai vu les retentissements et ce qui s'est passé derrière les murs de l'école Inhwa. On va commencer par poser un peu de contexte pour que vous compreniez mieux l'histoire et que vous compreniez d'où vient l'école Inhwa. L'école Gwangju Inhwa est une école spécialisée pour les sourds et muets. Fondée en 1961 et située à Gwangju. L'école a été fondée d'abord sous le nom de Centre d'aide aux sourds et muets de Jeonnam avant de devenir un collège. Le lycée ouvrira ses portes en 1993. Mais derrière les murs de cette école se cache une bien sombre et horrible réalité. Je fais un trigger warning pour les personnes assez sensibles au sujet qui vont suivre, puisque vraiment c'est une histoire vraiment horrible. Donc si vous êtes sensible aux sujets tels que les abus sexuels, la maltraitance d'enfants, la violence à l'école et aux abus sur des personnes handicapées, je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos. Vous pouvez cliquer sur ma chaîne, il y a plein d'autres vidéos avec des sujets beaucoup moins difficiles et beaucoup plus drôles, parce que là, il va vraiment falloir s'accrocher. Pour ceux qui restent, installez-vous bien, préparez-vous mentalement, puisque l'histoire qui va suivre est vraiment horrible. L'histoire commence quand l'école commence à être découverte en 1990. Certains anciens élèves vont parler entre eux des abus qu'ils ont pu avoir dans cette école. Chose horrible à soulever, c'est que quand ils vont vouloir en parler aux autres, les gens ne vont pas les prendre au sérieux parce que ce sont des sourds et des muets. Donc personne ne va faire attention à leurs témoignages. Au début des années 2000, ce sont des associations de défense des droits des personnes handicapées qui vont aider ces anciens élèves à porter plainte et à faire entendre leurs témoignages. Ces associations ont aidé les survivants de cette école à témoigner officiellement et à porter plainte contre l'école. C'est à ce moment-là que l'affaire commence à attirer l'attention de certains journalistes. Plusieurs témoignages d'anciens élèves et d'enseignants ont confirmé les abus ayant eu lieu en 2005. Mais tout ça se fait vraiment entendre quand un nouveau professeur arrive dans cette école et qu'il découvre ce qu'il s'y passe. Il faut se dire qu'à ce moment-là, l'école était composée de 72 élèves, et quand le professeur découvre tout ce qui s'y passe, il donne l'alerte, ce qui lui vaudra son licenciement. À ce moment-là, 9 victimes ont eu le courage de prendre la parole, mais beaucoup d'autres ont décidé de garder ça sous silence, de peur d'avoir des représailles et en raison du trop gros traumatisme qu'ils ont subi. Des membres du personnel ont soumis les élèves, souvent incapables de se défendre en raison de leur handicap, à des abus physiques et sexuels. La police a donc ouvert une enquête 4 mois plus tard, pour la seule raison que certains élèves ont apporté leur témoignage jusqu'à des plateaux télé et des journalistes. Alors que la municipalité de Gwangju et le conseil scolaire ne faisaient que se renvoyer la balle, les élèves et certains parents ont décidé d'organiser un sitting devant les lieux pour dénoncer et avoir la justice pour leurs enfants. Pour vous montrer un peu l'horreur qui s'y est passée, je vais commencer par vous donner quelques faits qui se sont passés entre les murs de l'école. Un agent administratif aurait
fait des attouchements à un étudiant de 22 ans. Un agent travaillant dans l'école aurait vu 2 jeunes garçons de 7 et 9 ans et de plus, il aurait embrassé une jeune fille de 9 ans. Donc imaginez-vous, ce sont encore des bébés à cet âge-là, ce sont des tout petits enfants et ils ont vécu l'horreur, en plus d'avoir un handicap. Les enquêtes qui ont été organisées à l'époque ont été entravées par la corruption et l'inefficacité de la justice. Ce qui fait que si les coupables ont été trouvés, ils ont eu des peines très très légères. Selon l'Office de l'éducation de Gwangju et le comité de lutte contre les violences de l'école d'Inhua, alors notez l'ironie, ils ont un comité de lutte contre les violences dans cette école, alors que les 3/4 du personnel commettaient ces mêmes violences. Et donc ces 2 organismes ont révélé qu'un élève de 2e année de collège de l'école de Inhua a agressé sexuellement 2 jeunes filles de la même année pendant les Jeux nationaux pour les étudiants handicapés qui se tenaient à Daejeon du 17 au 20 mai 2010, pendant 4 jours et 3 nuits. L'affaire a donc été transférée au service d'enquête sur les violences sexuelles de la police de Gwangju. Selon les résultats de cette enquête, l'élève agresseur avait ou agressé sexuellement ces 2 jeunes filles à 3 ou 4 reprises dans le dortoir de l'école de Inhua entre la mi-avril et le début mai. Cependant, la réaction de l'Office de l'éducation et la mairie face à cet incident qui s'est passé 5 ans après ceux de 2005 était froide, puisque aucun des 2 n'a vraiment agi. Le représentant du comité de lutte contre les violences de l'école de Inhua, Kim Yong-mok, a déclaré que, bien que l'incident de 2010 soit la suite de celui de 2005, l'école a refusé une enquête conjointe publique-privée et les autorités comme l'Office de l'éducation et la mairie sont restées passives, empêchant une véritable enquête sur les faits. Aucun étudiant, enseignant, aucun membre du personnel n'a été puni ou sanctionné pour cette affaire. L'Office de l'éducation de la ville de Gwangju s'est contenté de se renseigner sur l'incident grâce aux bilans qui sont faits de l'école. Et de ce qu'ils ont relevé, l'école serait potentiellement responsable de ce qui s'est passé. En réalité, le nombre de victimes connues du comité est différent de celui connu par l'école et l'Office de l'éducation. Donc même sur le nombre de victimes, ils ne sont pas coordonnés et ne savent pas le nombre de victimes exact. Selon Kim Yong-mok, le même élève qui a agressé ces 2 jeunes filles aurait agressé un autre élève de 2e année de collège à l'époque, portant le total des victimes de ce jeune homme en 2010 à 3. L'une des victimes a d'ailleurs déclaré que un professeur principal du nom de Monsieur Jeon l'avait agressé à 2 reprises entre 2005 et 2006. Monsieur Jeon avait déjà été dénoncé en 2000 pour avoir agressé sexuellement une élève de 6e année de primaire. Donc ce qui, je pense, chez nous est l'équivalent du CM2. Mais cet homme-là avait été relaxé suite au fait que la victime n'était pas en incapacité de se défendre face à lui. Donc si on reprend les faits, il n'a eu aucune poursuite puisque apparemment cette petite fille qui avait l'âge d'être en CM2 aurait pu se défendre contre lui. Un homme qui est professeur, donc je pense entre 25 et après les autres âges, aurait pu se défendre. Une petite fille contre un homme, en plus une petite fille handicapée, donc sourde et muette, qui aurait pu potentiellement ne pas pouvoir crier ou entendre quelqu'un qui aurait pu l'aider, aurait pu se défendre face à cet homme. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas été poursuivi. Le pire, c'est que 2010, il exerce toujours en tant que professeur à Inhua, tout comme le proviseur adjoint et le directeur qui ont été suspectés d'avoir caché ou falsifié les dossiers
de cette enquête. Donc le directeur du comité, Kim Yong-mok, pense qu'il peut y avoir aussi d'autres victimes qui n'ont pas été trouvées ou tout simplement qui n'osent pas venir prendre la parole, et qu'un examen global de la situation serait plus que bénéfique pour les pauvres élèves qui sont dans cette école. Une équipe de 15 personnes constituée de 5 détectives de l'unité spéciale criminelle et 10 agents de police locale ont mené une réinvestigation en 2010 pour essayer d'obtenir des informations sur les possibles tentatives de pression et de corruption. Cette équipe cherchait à savoir si les différents organismes avaient subi une pression venant d'un tierce, et elle enquêtait aussi sur la possibilité qu'une entité, une personne extérieure ait tenté de dissuader le plus de personnes possible de dire la vérité ou tout simplement de faire taire ces personnes. Il faut savoir que pendant cette réinvestigation, les professeurs ont été arrêtés. Les 6 auteurs de ces différents abus et autres monstruosités, 4 ont été condamnés à des peines de prison, tandis que 2 autres ont été libérés, puisque le délai de prescription a été dépassé. Pour ceux qui ne savent pas, un délai de prescription, ça veut dire que s'il se passe un événement qui apporte à une plainte, vous avez tant de délai, je crois que c'est 10 ou 30 ans, je sais pas, ça dépend des faits, vous avez tant de temps pour porter plainte. Une fois ce délai passé, on appelle on a ce qui s'appelle un délai de prescription, et donc du coup, on ne peut plus juger ou statuer de cette affaire. Et là, donc du coup, c'est ce qui s'est passé pour ces personnes. Le délai de prescription a été dépassé, et donc du coup, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu, alors qu'il y avait des preuves. Mais pour ceux qui ont eu des peines, eh bien, dites-vous que pour le directeur, la cour d'appel a réduit la peine initiale en lui laissant simplement un temps de mise à l'épreuve et une amende de 3 millions de won, et les autres ont eu des peines plus légères. D'ailleurs, parmi les personnes emprisonnées, 2 personnes seront libérées après moins d'1 an de détention. Et il faut savoir que 4 des 6 enseignants ont été réintégrés dans l'école et ont continué à enseigner. Il faut savoir que l'affaire n'a pas fait beaucoup de bruit médiatiquement parlant en 2005, mais à l'époque, des militants du droit humain et des victimes ont critiqué le laxisme de la justice. Les victimes qui ont porté plainte ont été expulsées et ceux n'ayant pas de famille se sont retrouvés dans des foyers d'accueil. Cependant, l'école a gardé 22 élèves et recevait toujours 1,8 milliard de won de subventions publiques chaque année. Tout ça parce que les autorités éducatives locales n'ont pas trouvé de nouveaux établissements pour envoyer ces enfants ailleurs. Donc ils les ont laissés avec des agresseurs. Ce qui va tout faire changer, c'est la sortie de Dogani. Dogani est une adaptation cinématographique qui a suscité beaucoup d'intérêt pour l'affaire. Tellement qu'une juge va venir et dire: le tribunal n'a pas pu les condamner à des peines sévères car les victimes ont abandonné les poursuites contre les auteurs. Puisqu'à l'époque, il y avait une loi qui interdisait la suite des poursuites contre les agresseurs sexuels sur des enfants si ce ne sont pas les enfants eux-mêmes qui viennent porter plainte. Et dites-vous que cette peine a été révisée seulement en 2010, 10 à 5 ans après les horreurs qui se sont passées. Tous ces faits accumulés ont créé un tollé médiatique et public tel que la police se voit dans l'obligation de réouvrir l'enquête en 2011. L'un des témoins, Kim Yong-il, qui était enseignant là-bas et qui a 71 ans, vient apporter son témoignage et explique avoir été battu et contraint à démissionner de l'école, contraint par le directeur et le directeur adjoint qui n'était autre que le frère du directeur, après que ce monsieur ait découvert qu'ils avaient battu et laissé morts de faim des enfants. Mais le pire, c'est qu'en plus de ça, il a découvert qu'ils avaient été enterrés secrètement en 1964. Il dit: en octobre 1964, alors que je travaillais à l'école, le directeur adjoint de l'époque a affamé pendant longtemps un garçon orphelin d'environ 7 ans qui avait été élevé à l'école.
et l'a battu à mort. Et il a affirmé qu'après la mort du garçon, le directeur, un enseignant et lui-même avaient mis ce pauvre jeune garçon dans un sac en paille et qu'ils avaient été l'enterrer à environ 7 km de l'école au niveau des montagnes. Il dit aussi que avant que le jeune garçon ne meure, le directeur adjoint l'avait enfermé dans une pièce pendant plusieurs jours en l'affamant, ne lui donnant pas à manger. Et il parle de l'autre victime aussi. Environ 6 mois plus tard, une autre fillette d'environ 6 ans est également décédée. Affamée, elle a même mangé du papier peint. Et une vieille dame qui s'occupait d'elle l'a jetée du haut d'un immeuble et elle est morte. Donc, Monsieur Kim, ne supportant pas plus tout ce qu'il a vu, décide d'aller en parler à la police. Sauf que la police ne va rien faire et ne va pas le prendre au sérieux puisqu'ils n'ont trouvé aucun corps. Après mon signalement, le proviseur adjoint et le proviseur, qui étaient frères, m'ont enfermé à l'école pendant 5 jours et m'ont battu. J'ai quitté l'école en 1968. D'autres anciens élèves de l'école vont aussi affirmer que le fils du président du conseil d'administration avait forcé 2 étudiantes à se déshabiller et avait dessiné des nus de ces dernières en 1975. Mais le pire, c'est que quand les étudiantes viennent témoigner, cet homme enseigne toujours l'art dans une autre école. En novembre 2011, suite à la vague de colère publique, les autorités se voient dans l'obligation de fermer l'école Inwa. Les répercussions sont menées aussi au niveau des lois, puisque des réformes vont être créées dans le système éducatif et judiciaire. Ces réformes visent à mieux protéger les enfants handicapés et les jeunes femmes handicapées. Après réouverture de l'enquête, le directeur âgé de 63 ans va se retrouver avec une peine de 12 ans de prison et sera dans l'obligation 10 ans plus tard de porter aussi un bracelet électronique. Un changement législatif s'opère et la loi Dogani est votée en octobre 2011. La loi Dogani élimine le délai de prescription pour tout acte commis sur des enfants de moins de 13 ans et sur des femmes handicapées. En plus d'annuler le délai de prescription, elle augmente aussi les peines de prison. Autrefois, les condamnations pouvaient s'élever jusqu'à 7 ans de prison pour sévices sur des personnes handicapées et jusqu'à 10 ans s'il s'agissait d'enfants. Aujourd'hui, les agresseurs peuvent avoir jusqu'à de la prison à vie. La clause impossible de résister a été totalement effacée, puisque cette clause permettait à beaucoup d'agresseurs de s'en sortir, puisque s'il était prouvé que la personne avait pu se défendre, aucune poursuite n'était menée, comme ça s'est passé un peu plus haut dans l'histoire. Donc cette clause disparaît. On ne demande plus à une personne handicapée si elle était capable de se défendre ou pas. Et en plus de ça, une sanction supplémentaire sera donnée aux meneurs quand les agressions se feront en groupe. Dogani, le film intitulé Silenced à l'international, est un film du roman éponyme de Gong Ji-young, publié en 2009. Donc je vous mettrai le titre du livre ici. Et dans ce livre, attouchement, V, tonte de cheveux pour les filles et bastonnade pour les garçons, le film dresse toutes les sévices qu'ont vécu ces malheureux élèves. Et c'est pareil dans le livre. Le livre est composé de 119 chapitres de quelques lignes chacun, puisque l'auteur a voulu mettre le point sur vraiment la gravité de chaque chose qui s'est passée et dit que c'est tellement horrible que ces pauses entre les 119 chapitres sont nécessaires pour souffler tellement ce qui s'y est passé est horrible. Et d'ailleurs, on apprend grâce à ces 2 œuvres que les sévices continuaient même des fois en dehors des cours quand les enseignants décidaient de ramener les élèves chez eux, ceux qui avaient une famille, les sévices continuaient même en dehors de l'école. Et on voit que Wang Dong-hyuk, donc qui est celui qui a réalisé le film, a permis c'est heureusement qu'il a fait ce film, de réouvrir une enquête, de rendre justice et de libérer des victimes qui ont été très très jeunes
et le cinéma a fait bouger les choses. Donc on voit l'importance aussi des différents moyens de communication, et ce film a pu défendre correctement des enfants qui ne pouvaient pas à l'époque. Enfin voilà la fin de cette vidéo. C'est un sujet, je pensais pas en parler, je ne connaissais même pas l'école d'Inwa, donc c'est pour ça que je vous l'apporte, parce que vraiment ce sont des personnes qui ont vécu vraiment l'horreur. Je me sens plus particulièrement touchée puisque mon frère, étant épileptique, est reconnu comme une personne handicapée, donc je me suis mis à la place des familles et je me suis dit, si jamais j'apprenais un truc comme ça, je serais détruite, ça détruit des vies, et je trouvais que c'était très très important de venir en parler. Je vous ai parlé de la SOPA, et là c'est aussi très très important puisqu'on parle de personnes handicapées, des fois des personnes qui sont moins capables qu'une personne normale de se défendre, et je trouvais ça très très important d'apporter aussi leur histoire, puisque ils ont vécu des atrocités. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toute cette histoire, si vous connaissiez l'école Inwa en commentaire. Puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et surtout, prenez soin de vous.